Bonjour et bienvenue à cette série d'apprentissage Apprendre ensemble, refuge d'urgence et centre d'intervention en toxicomanie. Nous sommes très heureux de vous offrir l'interprétation en français pour cette séance. Veuillez noter que cette séance est enregistrée. Si vous souhaitez entendre l'interprétation en français, veuillez choisir Français à partir du menu d'interprétation au bas de l'écran Zoom. Si vous avez besoin de soutien pendant ce webinaire, vous pouvez communiquer avec l'une de nos productrices grâce à la fonction de clavardage. Je suis Lindsay Yarrow et en tant que responsable principale de l'amélioration de ce programme, je suis ravie de me joindre à vous en tant que co-animatrice du webinaire. J'aimerais commencer par reconnaître que nous nous réunissons sur un territoire habité par des peuples autochtones depuis le début des temps. En particulier, je reconnais que j'anime ce webinaire à partir de Kingston, en Ontario, qui est le territoire traditionnel et non cédé des peuples Haudenosaunee et Anishinaabeg. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec cet endroit et l'occasion qui nous est donnée de nous y réunir aujourd'hui. À Excellence en Santé Canada, nous poursuivons notre parcours d'apprentissage et notre engagement à soutenir l'amélioration avec et pour tous les Canadiens et Canadiennes. Excellence en Santé Canada est un organisme qui se concentre sans relâche sur l'amélioration des soins de santé avec et pour tout le monde au Canada. Lancé en mars 2021, à la suite de la fusion de l'Institut canadien pour la sécurité des patients et la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, Excellence en Santé Canada dispose d'une plus grande capacité à soutenir ses partenaires afin de transformer les innovations éprouvées en une amélioration généralisée durable de la sécurité des patients et de toutes les dimensions de l'excellence de la santé. Nous croyons au pouvoir des gens et des données probantes et nous savons qu'en les reliant, nous obtiendrons les meilleurs soins de santé au monde. ESC est un organisme de bienfaisance indépendant, sans but lucratif, financé principalement par Santé Canada. Nous sommes heureux de vous annoncer que ce programme est offert en partenariat avec le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances et le BC Patient Safety and Quality Council. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon co-animateur Ryan McCarthy, à qui je cède la parole. Merci Lindsay, je suis Ryan McCarthy, directeur mobilisation des connaissances, Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Ryan. Je souhaite également présenter nos conférenciers invités, Scott Elliott, Clem Fong, Patrick McDougall de Dr. Peter AIDS Foundation et également Kevin Barlow de J. Kevin Barlow Consulting. Je vais d'abord céder la parole à chacun d'entre vous pour que vous puissiez vous présenter. Alors, veuillez allumer vos caméras si ce n'est fait et je cède d'abord la parole à Scott. Bonjour à tous, Scott Elliott, directeur général de Dr. Peter AIDS Foundation à Vancouver. Et nous allons d'ailleurs parler davantage de la fondation. Alors pour l'instant, je resterai là. À vous, Clem. Merci, Scott. Je suis Clem Fong, conseiller clinique pour le centre Dr. Peter AIDS Foundation. Je travaille depuis 5 ans du côté clinique et depuis 1 an dans l'application des connaissances. À vous, Patrick. Bonjour, Patrick McDougall, directeur de l'application et de l'évaluation des connaissances à Dr. Peter AIDS Foundation. Et je cède la parole à Kevin. Oieksik boog nogamadud, nin dalwzet maktueg moon ga amet kulung kusun. Nin amigamau aktale with co-salish territorial. Bonjour. Mon nom anglais est Kevin Barlow. Je suis Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et je vis maintenant en Colombie-Britannique. Je vais vous proposer une prière d'ouverture et un moment de silence. Je vous invite à prendre ce moment de silence maintenant pour penser aux enfants qui ont été trouvés près de Kamloops. 215 enfants qui ont été enterrés dans une tombe sans nom. Merci.
Il est difficile de parler de ces nouvelles épouvantables. Or, je souhaite souligner le travail de cet organisme et de ses participants qui ont voulu ajouter cette nouvelle malheureuse aux travaux d'aujourd'hui. C'est ainsi que nous faisons nos travaux comme autochtones. Et je souhaite dire quelques mots à titre personnel. Je ne suis pas survivante d'un pensionnat, mais j'ai été touchée par les pensionnats. Et je crois qu'il existe des numéros verts si vous avez besoin de soutien. Hier, j'ai moi-même vécu des moments très difficiles et je sais que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de personnes. Lorsque je suis née, mes parents avaient perdu leur enfant précédent, une sœur à moi, qui a vécu 9 semaines et qui est décédée d'une tumeur à l'estomac. Peu de temps après, ma mère est devenue enceinte de moi. Et je pense que j'ai senti l'énergie de ma mère pendant cette grossesse, qui craignait de perdre ce nouvel enfant. Et lorsque je suis née, mes parents ont fait des choses pour moi qu'ils ne faisaient pas pour les autres frères et sœurs de la fratrie. J'ai été traitée un peu différemment. Et je pense vraiment que c'est parce que c'était si dur pour ma mère de perdre son enfant. Et voici 215 enfants dans une fosse commune à qui la famille n'a pas eu la possibilité de dire au revoir, ni même de vivre un deuil. On dit tristement que 6 000 enfants au moins sont morts pendant la période des pensionnats. Et je souhaite reconnaître que certains avaient des maladies comme la tuberculose, la variole et ainsi de suite. Or, il y avait quand même d'autres histoires de jeunes filles qui ont été violées par des prêtres, qui ont dû accoucher et qu'on a ensuite brûlé le cadavre de l'enfant. Je connais les histoires et je les redoute, mais je les crois, je crois ces histoires. Et à certains égards, je pense qu'on doit se poser la question, est-ce que vous nous croyez à présent? Parfois, les gens croient qu'on vit dans le passé, qu'on ne dit pas la vérité, mais je veux que vous sachiez que ça fait partie de notre vécu et de notre vie. Or, je pense qu'on fait une différence. Je travaille avec la Dr. Peter AIDS Foundation. Il ne s'agit pas d'une organisation autochtone, mais elle m'a invitée à travailler à ses côtés pour améliorer les services aux Autochtones. Je les en félicite car c'est ce qu'il faut faire. Beaucoup de personnes autochtones doivent obtenir des services qui sont prodigués par des personnes qui ne sont pas autochtones. Plus vous ferez appel à des conseillers comme moi, mieux ce sera. Tout le monde peut guérir d'un traumatisme, mais il faut une chose pour guérir d'un traumatisme, et c'est le temps avant le prochain traumatisme. Et malheureusement, on n'a pas eu ce temps. C'était un traumatisme suivi du suivant. Et maintenant, on a vécu tant de traumatismes que chaque fois, on plie les chines devant le prochain événement. C'est comme une vague qui déferle sur nous. Alors, ce dont vous parlerez aujourd'hui, les pratiques en matière de traumatisme, moi, j'aime les appeler des pratiques sages, car la sagesse, dans sa plus simple forme, c'est l'utilisation de la connaissance, du savoir. N'est-ce pas ce dont il est question quand on parle de pratiques exemplaires, de bonnes pratiques? On parle de connaissances utilisées à bon escient. Nous savons quoi faire. Or, parfois, le système a du retard par rapport à ce savoir. Alors, je veux que vous vous rappeliez, et je souhaite
souligner le travail que vous faites tous, tandis que vous essayez d'aider des gens, autochtones et non, qui ont du mal et qui veulent simplement vivre et survivre. Des personnes qui portent beaucoup de cicatrices de leur traumatisme. D'autres qui voient des amis mourir d'overdose. Alors avant de terminer et de céder la parole à Scott, j'aimerais lire un poème car cela résume ce que nous ressentons lorsqu'on entend ces tristes histoires. C'est comme un coup de poignard, mais parfois on est enveloppé par nos méthodes de guérison, nos enseignements, et ce sont des choses qui nous aident. Et je vous présente ici une tresse, une natte d'une herbe traditionnelle à base d'épinettes, du foin d'odeur. Et la tresse, la natte, est comme le corps, l'esprit et le corps. Parfois, les personnes que vous aidez ont des difficultés avec l'un des 3 volets de la vie. Alors, je vais lire un poème qui est comme une prière pour moi. Je viens de le trouver et je l'ai trouvé si poignant que j'ai voulu le partager. L'interprétation reprendra après le poème. With the wind, they sang morning songs their mothers didn't know to sing, bending branches to touch the earth around them. The Creator cried for them, the tears falling like rain. Mother Earth held them. Until they could be found. Now our voices sing the morning songs with the trees, the wind, light sacred fire. Ensure they are never forgotten as we sing justice. And that's by Abigail Echo Hawk. So I thank you for making this time to... Je vous remercie d'avoir rendu hommage à nos populations. Et je vous encourage vivement à tirer le meilleur parti possible de nos enseignements également. Et je suis très fière de travailler avec votre organisation que je trouve formidable. Sur ce, je cède la parole à Scott pour qu'il présente son équipe. Merci infiniment, Kevin. Ce fut formidable de lancer notre webinaire par vos propos. Vous avez donné le ton, un ton très important, tandis qu'on amorce ce parcours de guérison. Lorsque je pense au Dr. Peter Center, c'est ce à quoi je pense. Alors, pour aujourd'hui, Clem, Patrick et moi allons parler de quelques diapositives. Je souhaite remercier Lindsay, Jessica et Ryan qui nous ont invités. Et merci Kevin aussi de l'ouverture. Si jamais vous n'obtenez pas l'information que vous voulez, n'hésitez pas à saisir vos questions dans la boîte de clavardage. Nous serons heureux d'y répondre. Et à titre d'information, Patrick et Clem devront nous quitter quelques instants avant la fin de l'heure. Je serai ici pendant toute l'heure. Ils ont un autre webinaire. Nous avons un autre appel national qu'on appelle Hub pour les refuges d'urgence qui font de la prévention d'overdose sur le site. Alors, nous allons afficher de l'information à cet effet dans la boîte de clavardage si jamais cela peut vous être utile. Si vous avez envie de participer à cet appel, vous êtes les bienvenus. Nous avons un petit groupe de travail justement à cet effet. Et c'est ça à quoi mes collègues vont s'atteler. Alors, nous allons nous concentrer pour ce qui nous concerne aujourd'hui sur le Dr. Peter Center, qui nous sommes et ce que nous faisons. Cela fait partie de notre édifice. Alors, nous sommes dans l'ouest de Vancouver. C'est une jolie collectivité et une chose qu'on trouve fort intéressante, vous savez, le sida, il y a
30 ans, c'était tellement stigmatisant, c'était comme avoir la peste. Beaucoup d'organisations de services aux personnes atteintes de sida étaient marginalisées, prodiguaient des services en marge. Nous avons décidé de faire partie de la collectivité, d'être dans une zone résidentielle bien en vue. Alors, nous avons tissé des liens avec la collectivité qui nous entoure depuis le tout début. Alors, j'aimerais dire quelques mots sur les personnes avec qui nous travaillons. Vous savez, parfois, c'est difficile pour moi de parler des clients parce que j'essaie toujours de trouver un moyen de les décrire sans les stigmatiser encore davantage. Et c'est difficile car c'est beaucoup trop facile pour nous de nous enliser dans la pauvreté et dans des descriptifs incomplets. Mais comme vous le voyez à l'écran, nous travaillons avec des gens qui sont très présents dans le système de santé, souvent très traumatisés par le système de santé. Ce sont les personnes dans la société où quand on les voit dans la rue, on ne les salue pas, on ne veut pas interagir avec eux. Alors pour nous, il s'agit de voir les gens sous tous leurs angles. Alors comme vous le voyez ici, nos bénéficiaires, en fait non, je vais passer à la diapo suivante. Donc, si on regarde les intersections, on en parle de plus en plus. Si on parle de nos bénéficiaires, il y a les aspects médicaux qui comptent beaucoup. Presque tous nos participants sont atteints du VIH-Sida. Nous en avons certains maintenant qui ne sont pas atteints, mais ils correspondent à tous les autres critères. À peu près 80% consomment des substances, environ 80% d'une maladie mentale. Et il y a d'autres difficultés cognitives également, et en plus la MPOC et ainsi de suite. Alors, il ne s'agit pas d'un système de porte tournante, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec les gens sur une base à court terme. Vous savez, Kevin nous disait, on peut se remettre d'un traumatisme avec le temps. Et c'est une chose que l'on fait au Dr. Peter Center. On donne aux gens le temps de vivre les choses à leur rythme. On leur donne l'occasion de guérir le corps et l'esprit. Je vais demander à Clem de nous présenter comment nous exécutons cette approche. Merci, Scott. Alors, vous avez bien présenté ce que fait le Dr. Peter Center et comment on le fait. Comme clinicien qui travaille depuis un certain nombre d'années, on voit l'environnement thérapeutique dès qu'on passe le pas de la porte. La thérapie ne se passe pas dans des bureaux précis, quoique ça puisse être le cas, mais dès que vous entrez, tout le centre est un espace thérapeutique. La raison pour laquelle on peut dire ça, c'est parce qu'on a créé un environnement. Évidemment, on s'attache à la diminution des préjudices, on veut éliminer la stigmatisation et on veut contribuer bienveillance et compassion dans tout ce que l'on fait. Les personnes que l'on sert, on les appelle participants plutôt que bénéficiaires et patients. Parfois, on dit clients, mais on dit participants parce que ce sont eux qui participent à la création de l'environnement, du climat. La discrimination qu'ils ont vécue, en fait, ils continuent de la vivre et ils la vivent sans arrêt. Comme Kevin le disait, on veut que les gens puissent souffler lorsqu'ils passent le pas de la porte et baisser leur défense. On sait que les gens ont des difficultés avec le logement, qu'ils sont même sans domicile fixe. Alors, on veut qu'ils se sentent bien dans notre centre. On ne se concentre pas sur les choses qui vont de travers chez les gens. On commence par le récit. Que vous est-il arrivé? Que se passe-t-il maintenant? C'est important pour nous tous. Au centre, nous avons les thérapeutes, nous avons des infirmières, nous avons des récréologues qui travaillent avec la musique. Nous sommes très multidisciplinaires et nous tâchons de vivre le moment présent avec les participants. Et ce faisant, on leur permet de choisir
les thérapies, les services qu'ils souhaitent. On leur donne des choix. C'est eux qui ont le contrôle, car on sait que le choix et le contrôle, ce n'est pas toujours quelque chose qui est très présent dans leur vie. Si je peux parler un peu de réduction des préjudices et des méfaits, on ne voit pas de consommation de substances, on ne voit pas la consommation de substances comme un problème. C'est un comportement humain, voilà tout. Mais la réduction des méfaits est importante. On ne voit pas la sobriété comme le contraire de la toxicomanie. Il s'agit plutôt de l'ouverture de choix. Nous voulons que les gens choisissent la voie de la santé. Et ce qu'on trouve très utile pour créer ce genre de culture et ce modèle de soins dont on parle souvent, c'est la formation et l'orientation dans l'organisme. Ça ne se limite pas aux infirmières et aux cliniciens. Lorsqu'on crée un environnement thérapeutique dès l'entrée, il faut former tout le monde. Ça signifie le personnel administratif, le personnel de l'entretien ménager, le personnel de la cuisine. Quiconque fait partie de l'organisation doit en comprendre ses valeurs, comprendre le message. Si vous me permettez le cliché, tout le monde doit ramer dans le même sens, mais ça fait vraiment une différence. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le programme, mais je peux un peu parler des participants à la diapo suivante. Alors, les participants sont logés dans la résidence. La résidence, c'est les 2 étages supérieurs de l'établissement. Il s'agit d'un endroit où on peut recevoir des soins 24 heures sur 24. C'est 24 lits, 12 par étage. Et donc, dans le passé, c'était plutôt un environnement palliatif en raison de la nature du VIH-Sida à l'époque. Au fil du temps, en raison de la démographie changeante des personnes atteintes de VIH-Sida, nous avons des lits de stabilisation, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui restent 2-3 mois à la fois. C'est un modèle médical, mais très différent de ce qu'on verrait dans des résidences conventionnelles de traitements médicaux en raison de notre philosophie axée sur la réduction des méfaits, l'acceptation de la toxicomanie, la compréhension des traumatismes mentaux. Nous savons qu'il faut comprendre les aspects non médicaux de la personne. C'est ce qui nous permet de comprendre comment leur prodiguer les meilleurs soins pour l'intégralité de leur personne, comprendre ce que la consommation de substances peut signifier pour leur comportement, pour leur vécu. Beaucoup des personnes avec qui nous interagissons ont beaucoup de traumatismes associés au système de santé. Ils refusent d'aller à l'hôpital. Ils veulent rester chez nous. On a des limites, c'est malheureux, mais beaucoup de nos gens veulent rester chez nous et ne pas retourner à l'hôpital en raison des traumatismes. Ils nous font confiance à nous. Ils savent que nous sommes là pour reconnaître leurs difficultés et ne pas les passer sous silence et ne pas les critiquer. Et je le rappelle, pour nous, il est important de permettre aux gens de choisir leurs soins médicaux. Et ça peut comprendre un refus des soins. Nous autorisons les gens à refuser les soins. Et d'ailleurs, nous défendons leur droit de refuser des soins. Alors voilà, c'est ce que j'avais à dire sur la résidence. Bien, alors avant de passer à autre chose, quelques faits. Dans le programme de jour, nous avons 420 bénéficiaires. Environ 150 personnes par jour se trouvent à l'établissement. Et pour la résidence, nous avons 24 unités. 12 sont des lits de courte durée et les autres sont de soins de plus longue durée. Et dans l'ensemble, nous avons environ 30% de nos participants qui se déclarent autochtones ou des Premières Nations. Et c'est pourquoi nous voulons créer un environnement exempt de préjudices et de stigmates.
Nous avons beaucoup passé de temps à notre énoncé de mission, à notre vision et notre énoncé de raison d'être, c'est que nous soutenons les personnes qui ont besoin d'un logement sûr où ils peuvent établir des liens avec les autres et s'occuper de leur corps et de leur esprit. Il nous a fallu un an pour pondre cela et il n'est pas question de VIH, il n'est pas question de drogue. Il est plutôt question de soutenir la personne dans son intégralité. C'est ça notre raison d'être. Alors, très rapidement, quand on travaille à des webinaires nationaux, on entend souvent dire de la part de personnes d'ailleurs que bon, la réduction des méfaits, c'est bien à Vancouver, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses ici. Ou alors, en Colombie-Britannique, les choses se font différemment. Nous entendons cela très souvent. Nous adonnons à la réduction des méfaits en Colombie-Britannique depuis longtemps. Au Dr. Peter Center, on a un site de surveillance d'injection, un site d'injection sécuritaire depuis 20 ans. Ça fait partie de notre ADN. Nous avons parmi les meilleurs soins pour le VIH-Sida du monde. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre histoire. Nous sommes un organisme axé sur le VIH-Sida. On dit souvent que le sida, c'est derrière nous, qu'on ne parle plus du sida au Canada. Ce n'est pas le cas. Je vais vous raconter un récit dans un instant. Et souvent, les gens disent aussi, bon, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles provenant de Vancouver concernant la réduction des méfaits, que tout va bien, que tout le monde est d'accord. Et c'est tout à fait faux également. Vous savez, une des raisons pour lesquelles nous sommes si actifs ici, c'est que le problème est si important. Il semble que la Colombie-Britannique et surtout Vancouver est le berceau d'un grand nombre des enjeux pour lesquels il faut réduire les méfaits. Je voulais raconter 2 récits sur 2 de nos participants. Parce que lorsqu'on pense aux soins de santé, et Clem et Patrick voudront peut-être intervenir aussi, pour moi, ça permet d'illustrer le propos. Voici Eduardo qui s'est présenté au Dr. Peter Center il y a 3 ans et demi. Son histoire est la suivante. À 19 ans, on lui a diagnostiqué le VIH. Il avait une vie très grégaire dans les années, quand il avait la vingtaine. Et on lui a diagnostiqué un sarcome à 28 ans. Et c'est une forme de cancer de la peau très, très virulente qu'on ne voit que chez les personnes atteintes du sida. Et les médecins se disaient, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir cette maladie si on prend ces médicaments. Voici ce qu'Eduardo disait. Je savais que les médicaments de VIH, la chimiothérapie et la crystal meth, le même jour, c'était une mauvaise idée. Donc, j'ai arrêté les médicaments pour le VIH-Sida. Alors, il a détruit son système lymphatique et ses glandes dans l'ensemble. Et au centre Peters, où je travaille, nous respectons le choix de chacun. Lui, il avait choisi l'abstinence. Alors, il s'est dit, si je veux vivre, il faut que j'arrête de consommer l'alcool, les drogues et ainsi de suite. Pendant les 3 ans subséquents, sa vie a été assez chaotique. Et ça, c'est un facteur assez fréquent chez nos participants. Ce n'était plus une question d'itinérance ou de consommation de substances dans son cas, mais c'était un problème médical. Il était en centre hospitalier régulièrement car il avait souvent des besoins très complexes, des besoins thérapeutiques très complexes. C'était un jeune homme formidable et je suis désolée de dire, le 14 mai dernier, il est décédé. Il est décédé de ce sarcome associé au sida. Et j'en parle parce que lorsqu'on parle d'un système de santé, souvent, on dit que le sida, c'est une crise qui est derrière nous. Ce n'est pas le cas. C'est moins prévalent dans la société conventionnelle. C'est beaucoup plus racialisé et c'est beaucoup plus un problème chez les personnes avec des revenus insuffisants. Donc, le sida existe toujours, et c'est toujours le cas à Vancouver. Ensuite, je vous présente Robert. Robert vient au centre depuis une quinzaine d'années.
Donc, on parle d'un participant de longue date de notre programme de rouge de jour. Il utilise des substances injectables. On a commencé un programme TAOI il y a quelques années, ça ne l'intéressait pas. Et il n'avait pas envie de vivre avec nous. Et lui, c'était un homme de la rue. C'était un dur à cuire. Mais il a eu un AVC. Alors, il ne pouvait plus s'occuper de lui-même. Donc, il a perdu son appartement et il a dû vivre chez nous. Lorsqu'il a vécu chez nous, ça a été une transition très dure pour lui, car il avait du mal à délaisser sa peau de dur à cuire. Il a continué de consommer de la drogue activement et il nous le disait lorsqu'il allait consommer. Pas parce qu'on le jugeait, mais on voulait veiller à ce qu'il reste en sécurité. Malheureusement, sa santé physique s'est détériorée et il est décédé également. Mais la raison pour laquelle je parle de lui, c'est que il n'était pas content de mourir, mais il était content d'être chez nous. Il était heureux. Il avait des amis ici. Et même avec le personnel. Nos personnels sont des professionnels. Tout le monde a ses frontières. Cela dit, nos relations sont authentiques. Lorsque je circule dans les couloirs, moi, je ne suis pas thérapeute, comme Clem le disait. J'ai mon propre historique en réduction des méfaits. J'ai une expérience vécue. Mais lorsque je déambule dans les couloirs, j'ai des relations réelles avec les participants. Je discute avec eux. Si je suis trop occupée, je leur dis, et ça leur convient. Mais les relations sont authentiques et c'est important pour nous. C'est-à-dire que on ne voit pas qu'un seul côté de moi. On me voit tout entier. Et c'est très important. Lorsque les gens le voient, on peut créer un endroit où ils se sentent en sécurité et où ils ont envie d'être un participant actif. Et cette fois, je crois que Patrick reprendra. Merci, Scott. Comme Scott le disait un peu plus tôt, nous avons des services de consommation supervisés au Dr. Peter Center. On le fait depuis 2002 dans le programme de résidence et de santé. Lorsque je parle de ça, souvent les gens disent « Comment? Depuis 2002? » Parce qu'évidemment, on sait que Insight a ouvert ses portes en 2003. En fait, c'était 18 mois après nous. Alors, je voulais vous donner un peu de contexte. Pour les personnes qui étaient à Vancouver dans la fin des années 90 et début 2000, vous vous rappelez peut-être qu'il y avait une crise d'overdose dans la ville de Vancouver. Et beaucoup de gens voulaient mettre au point un site de consommation supervisée. Il y avait des organisations de Vancouver, de consommateurs de substances qui ont ouvert des services dans la fin des années 90. Mais en fait, beaucoup de prestataires de services s'intéressaient à la question. Au Dr. Peter Center, nous étions ouverts depuis 1997 et pendant cette crise d'overdose que nous vivions à la fin des années 90 et au début des années 2000, nous avons eu 2 overdoses non fatales dans nos toilettes. Et chez les participants comme les infirmières, ça a été l'éperon dont on avait besoin pour offrir le service, pour le mettre sur point. Je ne faisais pas partie de l'organisme à l'époque, mais je pense aux infirmières de l'époque, au directeur général et au conseil d'administration. Ce sont eux qui ont pris la décision d'offrir ce service pour les participants. Vous allez voir que nous n'avions pas d'exemption de la part du gouvernement fédéral jusqu'en 2016. Donc, c'est un long récit. Je ne vais pas l'aborder maintenant, mais essentiellement,
on a commencé le service en vertu de ce qu'on appelle la pleine portée des soins infirmiers. C'était une précision provenant de l'ordre professionnel des infirmiers et infirmières de la Colombie-Britannique. Alors, c'était toujours dans ce contexte que nous avions le site. Et en ce qui me concerne, quand on pense à la réduction des méfaits, on pense à certains services, des services qu'on perçoit comme des services de réduction des méfaits. Or, en ce qui me concerne, il faut penser à la chose sous l'angle de la centralité du patient. Nous savions que des gens autour de nous étaient à risque. On a eu ces 2 overdoses non fatales dans les toilettes et on s'est dit, ben, comment peut-on aider les gens un peu mieux? Comment offrir des services qui vont vraiment répondre à leurs besoins? Et c'est ce qu'on a fait. Je vais conclure sur la muraille que vous voyez à l'écran, la fresque. Pendant longtemps, le site d'injection sécuritaire ne ressemblait pas à ça. Ça ressemblait plutôt au mur derrière moi. C'était un mur blanc, un peu moche. Et il y a quelques années, nous avons réuni un comité. Et c'est formidable lorsqu'on réunit un comité de participants, qu'on pose la question. On a entendu dire tout de suite, non, on n'aime pas vraiment les murs blancs. Et donc, avec ce comité, nous avons tâché de concevoir une nouvelle salle. Nous avions 4 idées établies avec le comité, ainsi qu'un de nos thérapeutes qui axe son travail sur l'art. C'est un produit formidable que vous voyez ici. C'est un résultat de ce processus. Le processus d'ailleurs était conforme à ce qu'on fait au Dr. Peter Center. Voici la salle dans le programme de jour où les gens peuvent consommer sous surveillance. Et dans les résidences, les gens le font dans leur chambre. Et pour moi, c'est un modèle très intéressant également. Alors sur ce, je cède la parole à Scott. Avant qu'on passe à autre chose, nous, on parle de services de consommation supervisés. J'entends parfois parler d'injection sécuritaire. En ce qui me concerne, l'injection n'est pas sécuritaire. Il s'agit de drogues illégales, des drogues qui sont achetées, enfin, on n'en connaît pas la provenance. Donc, on est là pour les accompagner, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de gros problèmes. À ma connaissance, il n'y a pas eu de décès dans un site de consommation supervisé au pays, ce qui est formidable. Nous allons un petit peu plus loin aussi. Comme Clem le disait, toute notre installation est un environnement thérapeutique. C'est une autre occasion d'avoir des conversations avec les gens. De nouveau, pour nous, ce n'est pas négatif. Si Clem se servait du service, je dirais bonjour Clem, ça va? Sais-tu d'où provient cette drogue? Comment va ton chat? Parce qu'on connaît Clem et on ne craint pas de parler de quoi que ce soit avec lui. C'est très détendu comme atmosphère. J'aurais dû dire aussi, en commençant, que les 2 exemples que j'ai donnés, Robert, ce n'est pas son vrai nom, et Eduardo, même s'il est décédé, a demandé que je continue de raconter son récit. D'ailleurs, sa mère est notre toute nouvelle porte-parole. Elle veut continuer de raconter son récit. Eduardo était fier de raconter son récit et fier de sa relation avec le Dr. Peter Center. Alors, lorsqu'on parle d'un approvisionnement sûr, le programme de TAOI, c'est un approvisionnement sûr. C'est un programme médical où nous avons des thérapeutes, des médecins spécialisés en toxicomanie qui travaillent avec les patients qui consomment des substances. On leur donne 2 drogues, l'hydromorphone injectable ou la diacétylmorphine sous forme injectable également.
Je pense que nous sommes la seule organisation en Amérique du Nord à offrir la diacétylmorphine. Ça fait environ 2 mois qu'on le fait. C'est nouveau dans le programme. À l'heure actuelle, il y a 16 personnes dans notre programme. On pourrait en accueillir jusqu'à une vingtaine. Depuis qu'on a commencé la diacétylmorphine, on a plus d'intérêt. L'hydromorphone, ça ne convenait pas à certaines personnes. On n'a pas réussi à avoir un financement provincial au départ, donc on a commencé par une subvention du programme fédéral pour la consommation de substances et nous avons 2 études de recherche qui s'y greffent. Au final, on n'en avait besoin que d'une, mais 2 chercheurs se sont intéressés à la question. Le deuxième a présenté un projet très intéressant, donc c'est pour ça qu'on en a 2. Alors, pour revenir à cette idée de soins centrés sur le patient, nous voulions pouvoir offrir des services où les participants trouvent réponse à leurs besoins. Et ça, c'est un des services qu'on offre. Patrick? Merci, Scott. Alors, on a eu divers projets de recherche depuis quelques années au Dr. Peter Center. Et je sais que dans le groupe, il y a un public qui s'intéresse beaucoup à l'amélioration de la qualité, des personnes pour qui c'est le travail quotidien. Alors, nous avons eu de la chance de participer il y a une dizaine d'années à un processus d'amélioration de la qualité qui nous a beaucoup appris. Et donc, nous avons adopté cette façon de réfléchir, les PEEA, planifier, étudier, exécuter, agir. Mais pour revenir à cette étude dont il est question sur l'écran, on vient de le présenter à une conférence il y a environ un mois. C'était une étude qualitative de chercheurs du BC Center on Substance Use. 31 participants du Dr. Peter Center y ont participé. Et voici quelques faits saillants. Les participants de l'étude ont dit que le Dr. Peter Center était une bouée de sauvetage qui les a aidés à traverser des périodes très instables, qu'il s'agisse de difficultés concernant leurs médicaments de VIH ou le deuil, surtout avec la crise d'overdose actuellement en cours. Il y a beaucoup de deuil à vivre. Et le centre l'a fait en établissant des liens entre les gens et les soutiens affectifs disponibles. Voici une citation de l'étude elle-même. Lorsque mon partenaire est décédé, ce fut une bouée de sauvetage. N'eût été de ce centre, je ne crois pas que je serais toujours vivant. Ça a fait une énorme différence. Les participants ont aussi dit que l'ambiance bienveillante et sans jugement permet d'améliorer leur bien-être mental et leur insuffle un sentiment de sécurité et d'espoir. Et voici une autre citation. Ce que m'a donné cet endroit, c'est de l'espoir pour demain. Cela m'a donné de l'espoir de sorte que je puisse survivre à la journée et à celle de demain et que je puisse continuer. Quelques participants des services d'injection supervisés ont signalé qu'ils avaient beaucoup profité du service. Je devrais dire d'entrée de jeu que notre salle de consommation supervisée dans le programme de jour a été renommée par les participants eux-mêmes. Elle s'appelle la salle de réduction des méfaits. Si vous parlez de site d'injection supervisée ici, chez les participants, ça ne sera pas très évocateur. Ils l'appellent la salle de réduction des méfaits, ce qui est plus évocateur pour les participants. On en parle ici dans cette citation. Nous avons la salle de réduction des méfaits et dans le passé, je m'en servais tout le temps. Je me sentais en sécurité là. Plus en sécurité là que chez moi, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors voilà qui conclut certains des faits saillants de cette étude et nous pouvons très certainement vous envoyer la fiche. Peut-être que Lindsay et Jessica pourront vous la faire suivre suite à ce webinaire. Merci et de retour à Scott.
En fait, je pense que je dois céder la parole à Lindsay pour qu'on puisse prendre les questions. Merci, oui. Merci à vous tous, Scott, Clem, Patrick, Kevin. Nous avons beaucoup à apprendre de vous. Vous avez parlé de relations authentiques et l'importance des soins centrés sur la personne et l'expansion des services en fonction de ces concepts et de ses besoins. Vous avez partagé de l'information dans la boîte de clavardage. Si vous voulez communiquer avec nos participants à ce webinaire, veuillez les saisir dans la boîte de clavardage. Tania McDonald les prendra et les adressera à la personne concernée. Alors, nous avons quelques minutes pour prendre vos questions avant de conclure. Alors, tandis qu'on attend, je vais lancer le bal. Une chose que vous avez évoquée dans ces relations authentiques, c'est l'idée de concevoir des relations avec les gens, mais aussi la perte, le deuil, les pertes que vous avez vécues, que nous avons tous vécues. Pouvez-vous dire quelques mots sur les moyens dont le Dr. Peter Center aide les clients, le personnel dans le contexte de ces deuils? Avez-vous des réflexions à partager? Eh bien, je vais dire quelques mots, mais je vais demander à Clem d'en parler parce que vous avez raison. Le décès, ça fait partie de nos travaux. Si vous regardez notre historique, les résidents, il y a 20 ans, bon, beaucoup de personnes mouraient du sida à l'époque, alors que de plus en plus, les gens peuvent vivre une vie en santé et productive. Alors bien que le décès fasse partie de notre réalité, on se concentre sur la vie, très clairement. On se concentre sur la vie et la guérison. On se concentre, comme Clem le disait, sur le choix individuel. Mais j'aimerais revenir sur Eduardo. Sur les 3 ans qu'il a passé avec nous, j'ai été un de ses proches et on a eu 3 conversations sur l'aide médicale à mourir et chaque fois, il a choisi la vie. Alors, c'était ce choix, c'est-à-dire que si les gens choisissent la vie, c'est clair. Ensuite, on peut les aider. Mais le deuil fait partie effectivement de ce que l'on doit faire. Clem. Merci, Scott. Oui, alors au centre, comment aidons nos participants à vivre ces deuils lorsque quelqu'un décède? On a un protocole, un processus, c'est-à-dire qu'on fait une commémoration pendant une semaine, on allume des cierges, on affiche des photos, on fait des cérémonies avec du tabac, parfois des ours en peluche, des fleurs. Nous avons une journée de commémoration à proprement parler et avant la COVID, on ouvrait la salle commune et chacun partageait ses réflexions et ses expériences. On a aussi une affirmation qui a été écrite par le docteur Peter qu'on lit tous ensemble. On a un rituel pour souligner le passage à l'au-delà. Beaucoup de nos gens n'ont plus de lien avec leur famille. Alors souvent, ce sont les membres du personnel qui communiquent les décès. Et c'est souvent nous qui devons communiquer avec la famille. Et ensuite, la famille va peut-être revenir pour s'occuper des questions successorales ou les obsèques. Alors oui, on participe beaucoup dans le processus de deuil. Et pour le personnel, parce qu'évidemment, nous sommes humains, nous nous attachons, nous faisons beaucoup de post-mortem. On a eu beaucoup de décès cette année, en fait, et je sais que les gestionnaires du programme essaient de mettre du temps de côté pour que l'équipe puisse parler de l'impact des pertes. Évidemment, on a des avantages sociaux qui nous permettent de trouver un soutien, mais on essaie d'aller au-delà. Est-ce que l'équipe peut s'entraider un peu plus dans ces moments difficiles? Je pense que c'est une excellente observation concernant le personnel.
Un peu plus tôt, on disait que tout l'environnement est un environnement thérapeutique. Par exemple, nous servons environ 72 000 repas par année et nos cuisiniers connaissent le nom de tous les participants. La réceptionniste dit bonjour à tout le monde et connaît son nom. On connaît les 420 personnes qui participent au programme de jour. On connaît leur nom. Alors, lorsque vous voyez quelqu'un pendant 15 ans, vous attachez, vous voyez quelqu'un tous les jours pendant 3 mois et qu'il disparaisse. Oui, c'est dur. Alors, on essaie toujours de veiller à ce que le personnel arrive à y survivre. Je dois dire qu'on a 130 membres du personnel et il y a une personne pour le moment qui a pris un congé de maladie, c'est tout. Alors, on fait un assez bon travail de ce côté, mais ça exige beaucoup d'énergie. On le prend très au sérieux. Merci. Ryan, quelques ultimes questions? Ma seule question concerne la communication avec les participants. Est-ce que vous avez des principes, des valeurs qui visent à les faire participer au travail du centre? Clem? Puis ensuite, il y avait une question dans la boîte de clavardage. J'y répondrai très rapidement. Vous voulez parler des programmes de pair ou simplement de veiller à ce qu'ils soient engagés dans le centre? Eh bien, vous avez dit dans votre communication qu'ils avaient participé à la conception de la salle et au nom que vous avez donné aux salles. Les participants ont contribué à les baptiser. Ah, bon, alors, nous avons un processus qui vise à faire participer les pairs. Et pour le site de consommation sécuritaire, nous avons créé ce qu'on appelle un CSC. C'est plutôt un conseil consultatif communautaire. Alors, on affiche quelque chose où on invite les gens que ça intéresse à se joindre à nous dans la conception du programme en question. C'est important pour quiconque travaille en réduction des méfaits de comprendre que la réduction des méfaits, ça vient du militantisme et les meilleurs militants sont ceux qui se servent des services, qui s'y identifient. Comme Kevin le disait, si on veut offrir des services aux personnes autochtones, il s'agit de demander à des autochtones de participer à la conception, ce qui est précisément ce qu'on a fait. On a un programme pour les autochtones qu'on a élargi depuis une douzaine de mois et ça, c'est grâce à un appel qu'on a fait veillant à demander à toutes les personnes qui s'identifiaient comme autochtones de participer à des cercles de discussion, des cercles de parole pour qu'on soit plus accueillant pour les personnes autochtones au Dr. Peter Center. Ce n'est pas utile d'avoir des gens qui ne sont pas autochtones eux-mêmes prendre des décisions. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, Clem. Vous savez, c'est une excellente question. Et nous sommes un organisme thérapeutique, clinique. Donc, nous sommes un modèle médical exploité par des infirmières, des thérapeutes et ainsi de suite. Cela dit, les participants sont très actifs. Je vous donne un exemple. Dans la salle de consommation sécuritaire, si on changeait quelque chose, on pourrait prendre une décision de gestion, changer quelque chose en 20 minutes. Mais avec les activités de mobilisation, ça prendrait sans doute 6 mois. Alors, il a fallu avoir beaucoup de patience pour gérer cela. Avant de perdre Clem et Patrick, car ils doivent nous quitter, il y a quelque chose dans la boîte de clavardage concernant les refuges d'urgence. Nous n'avons pas de refuge d'urgence ici sur le site. Cependant, je pense que c'est Tom dans la boîte de clavardage qui demandait, nous avons affiché de l'information sur le hub dans la boîte de clavardage. Nous travaillons avec 140 ou 160 organisations partout au pays et celles-ci, très souvent, veulent aider les gens à comprendre les meilleures pratiques, comment adopter des modèles qui soient logiques pour votre organisme. Parce que notre modèle médical
n'est pas logique pour un refuge d'urgence, par exemple. Alors, si vous pouvez cliquer sur le lien sur le Hub, vous y trouverez des ressources. Vous pouvez communiquer avec nous directement également et on vous mettra en contact avec d'autres personnes ou des pratiques exemplaires. Patrick, Clem, au revoir. Je sais que vous devez filer. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Alors, je vois que nous sommes presque arrivés à la conclusion du webinaire, mais je suis certaine que Scott et son équipe seront heureux de répondre à vos questions si nous n'avons pas eu le temps d'y répondre. Alors, n'hésitez pas à les saisir dans la boîte de clavardage. Alors, tandis qu'on conclut, on voulait quand même présenter le nouveau titre du programme. Alors, le programme s'appelle à présent Apprendre ensemble, refuge d'urgence et centre d'intervention toxicomanie. Alors, lorsque vous recevrez de l'information de notre équipe, c'est ce que vous verrez. C'est le nouveau titre du programme. On continue de consulter votre rétroaction. C'est ce qui nous permet de concevoir le contenu. Nous sommes très heureux que le Dr. Peter Center puisse être des nôtres. Et j'espère que vous avez beaucoup appris sur la réduction des méfaits. Alors, une des choses que nous faisons grâce à cette séance d'apprentissage, c'est 4 types d'événements d'apprentissage qui sont des webinaires qui durent 1 heure. Vous venez de participer à ces webinaires. Généralement, il y a une communication détaillée sur un sujet particulier, suivie de questions et de réponses du public. Les caucus sont plus courts, ils durent 30 minutes. Il s'agit d'une occasion d'avoir une brève communication et plus de temps pour les conversations entre les participants et le conférencier. Ces caucus sont un excellent moyen d'établir des liens avec d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Ensuite, nous avons des forums de discussion qui permettent de réunir des gens pour aborder des défis et des possibilités pour les refuges d'urgence et les centres d'intervention en toxicomanie. Il n'y a pas de communication formelle, mais il s'agit plutôt d'une conversation libre. Ensuite, des ateliers qui offriront une expérience d'apprentissage pratique aux participants, où on pourra apprendre à utiliser des outils, des ressources, des techniques. Il y aura des guides. Et nous prévoyons un atelier pour l'été. Alors, restez à l'affût. Vous aurez des détails très bientôt. Tandis que nous commençons à concevoir plus d'événements, nous avons décidé de créer un bulletin mensuel qui sera envoyé en suivi aux événements. Nous partagerons les diapositives, les enregistrements et les résumés des événements également. Nous allons partager également des ressources et des outils ainsi que des guides qui pourraient vous être utiles. Gardez un œil sur ce bulletin à la fin de tous les mois, à partir du mois de juin. Et d'ailleurs, nous prévoyons un webinaire et un forum de discussion dans le mois prochain. Nous vous en dirons plus à la fin du webinaire d'aujourd'hui. Lindsay? Merci. Alors, le prochain événement d'apprentissage est prévu pour le 17 juin de 12h à 13h, heure de l'Est. Il s'agira d'un forum de discussion et il sera question de vaccination. Ensuite, il y aura un webinaire le 29 juin où il sera question du bien-être du personnel. Nous allons partager le sondage de l'Association canadienne de santé publique. Vous avez le lien affiché à l'écran si jamais vous avez envie d'y participer. Je souhaite conclure en remerciant nos conférenciers Kevin Barlow, Scott Elliott, Clem Fung, ainsi que Patrick McDougall. Et je souhaite aussi remercier Kevin qui a présenté des paroles très percutantes. Il nous incombe à tous individuellement et collectivement de traiter de ces méfaits. Aujourd'hui, le premier jour du mois sur l'histoire des Autochtones, nous vous encourageons à vous renseigner sur l'histoire, la scolarisation et les dirigeants d'origine autochtone, à vous renseigner le plus possible sur leur culture, leur histoire et créer des possibilités d'apprendre tout au long de ce mois-ci et au-delà. Merci encore à tous et au revoir.